Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et aujourd'hui, nous allons faire un spécial sur le Mondial Junior 2025. Mondial Junior qui s'est pas super bien passé. Nous sommes le 8 janvier 2025 et pour analyser ce tournoi où le Canada a fait très piètre figure avec moi, Rick Springhetti. Salut Rick! Salut JB, ça va bien? Ça va très, très bien. Pour commencer, je veux connaître tes impressions globales du tournoi. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que c'était une bonne édition? Peu importe le résultat du Canada. Là. Je veux savoir, en général, est-ce que c'est un bon tournoi? Oui, moi, tous les années, j'adore ce tournoi. Pour moi, c'est le tournoi, le temps de la Ligue que j'adore le plus. C'est bien mieux que les séries de la Ligue nationale de hockey pour moi. J'adore l'intensité, la vitesse, la foule est en délai. Et il doit t'avouer que pour moi, il y a un petit peu de regarder du hockey au mois de mai, puis juin, ça commence un peu lassant à ce point-là de l'année. Là, c'est du hockey pour moi, ça fait partie du camp d'Ukraine. C'est peut-être le côté fierté de notre pays qui nous représente. Fait que c'est un peu un cliché, là, mais c'est vraiment du beau hockey. C'est divertissant. Tu vois des jeunes joueurs qui se donnent beaucoup. J'aime le fait que c'est arbitré plus serré que la Ligue nationale de hockey. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je préfère ça parce que ça donne mieux le sens de voir des plus beaux yeux, moins de coups d'âge, on peut dire, là, que tu vois beaucoup dans la Ligue nationale. Alors, définitivement, année après année, c'était pas été aussi bon que certaines années, mais c'était quand même un excellent tournoi en fin de compte. Oui, il y a des années où est-ce qu'il y a des pièces d'anthologie, il y a des moments que tu dis dans 10 ans, je vais m'en souvenir. Moi, juste la ronde de tir de barrage avec Jordan Eberle qui est allé comme 7 fois en ligne après les 5 premiers lanceurs qui doivent être différents. C'était Jonathan Toews. Jordan Eberle a compté le but gagnant, là, mais Jonathan Toews a fait les succès. OK, ben c'est ça. Ouais. Il y avait un des gars du Canada qui retournait, puis il retournait. Puis, là, tu fais comment, tu sais, comment ça va se finir? Il y a des moments comme ça qui arrivent. Ben, tu vas avoir une histoire pathétique, par exemple. Vas-y. Un année, Jordan Eberle a compté le but égalisateur puis je pense qu'il a voté aussi le but gagnant cette année-là. J'étais là à Ottawa. J'avais ma passe de journaliste là, dans le temps. Et le Canada là-bas, il jouait pas bien. Moi, et pas seulement moi, quelques collègues de monde ont décidé de quitter parce que c'était dur de quitter. C'est dur de quitter l'Arena à Ottawa, la Canada. C'est très difficile, ça peut prendre le temps pour. Puis là, j'avais 3 heures de conduite et j'ai quitté. Alors, j'ai pu écouter Jordan Eberle compter le but habilitateur et le but gagnant de mon auto quand j'étais là il y a quelques minutes. Disons que je n'étais pas clair de moi, ce tournoi-là. Hey, c'est drôle que tu dis ça parce que je disais à mon ami Jerry et à Alexandra avec qui je fais le show qu'ils ne sont pas là aujourd'hui parce que eux, les espoirs, c'est moins ça, eux autres. C'est correct, là, chacun notre tasse de thé. Mais je leur disais, imagine, te payer des milliers de dollars pour pouvoir voir le Canada contre la Lettonie. Tu t'attends à une victoire facile et après plusieurs rondes de tir de barrage, le Canada se fait battre. Et là, tu sors de l'aréna et tu fais comme ah, fudge, je suis à Ottawa, puis ça va me prendre 2 heures à sortir du stationnement. Exact. En plus de la game qui s'est finie. C'est un bon point, c'est vrai, par exemple. C'était vraiment. On s'attendait. On peut être d'accord que personne ne s'attendait à ce résultat-là, mais il est arrivé qu'est-ce qui était mieux. Ouais. Les États-Unis qui ont remporté la médaille d'or dans ce tournoi-là, c'est leur 2e médaille d'or en ligne. C'est la première fois de l'histoire de la compétition qu'ils sont en mesure de faire ça, d'avoir une médaille, puis après ça, l'année d'après, une médaille d'or, puis ensuite une médaille l'année d'après. C'est la première fois qu'ils font ça, donc 2 fois la médaille d'or en ligne. Tu comparerais cette édition-là des États-Unis comment par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'il était si fort que ça ou c'est la compétition qui était plus faible? Parce que il y a les déboires du Canada, mais en général, est-ce que tu trouves que les États-Unis étaient si dominants que ça?
Non, je pense pas qu'il était si dominant que ça. Je pense qu'ils ont eu des résultats ou des parties qui ont tombé au bon moment pour eux. C'était vraiment une équipe pour moi qui était beaucoup charniée par deux joueurs en particulier, qui est Ryan Hunter et Gabriel Pedro, qui était superbe. Puis un excellent gardien. Beaucoup d'arrêts, pas beaucoup d'erreurs, puis qui semble être. C'est un gardien qui, dans les grands moments, est capable de bien paraître. Je pense que c'est une très, très bonne équipe. Là. Je ne compte pas de blague. C'est une équipe qui est quand même très structurée. David Carl a fait un excellent travail avec cette équipe-là. Il a trouvé un rôle pour tout le monde. Je pense que dans la dernière fois que c'était parlé, avant le tournoi, j'avais parlé de Trevor Comby comme étant un joueur à surveiller parce que c'est un gars qui a fait des erreurs de jeunesse. C'est un gars qui appelle au dernier tournoi des moins de 18 ans, a vraiment causé la perte de l'équipe américaine, mais à ce tournoi-ci, il a été très, très discipliné. Il n'a pas fait d'erreur. Il a joué une partie un peu fade, on peut dire, mais c'était bon pour lui. Il n'a pas fait il n'a pas couru le porte des États-Unis. On dirait que tout le monde était très, très structuré du côté américain. Alors, c'est une excellente équipe, mais je ne pense pas côté dominant comparado. Oui, puis tu sais, comme cette année, c'est la première fois dans l'histoire du tournoi que c'est un défenseur qui termine premier pointeur avec 11 points. On s'entend que c'est pas une récolte qui est astronomique, là. Non. On a vu des Peter Forsberg, je pense que c'est lui qui a le record d'ailleurs, qui avait fait, je pense que c'est comme 8 points contre le Japon, une affaire de même, là, tu sais, de quoi qu'il n'y a pas de Oui. là. Les mauvaises équipes sont bien meilleures qu'ils étaient dans le passé, on doit dire. C'était pas la Suisse se faisait massacrer, l'Allemagne se faisait massacrer. C'est plus vraiment le cas. Oui, on a disputé à avoir des victoires, souvent, mais ils sont capables de tenir le bout, Magnou. Oui, ben c'est ça. Le calibre à l'international a augmenté. Ça, je pense qu'il faut se l'avouer aussi. Mais là, tu sais, on dit ça, puis là, on est du point de vue du Canada. Fait que parlons du point de vue tu sais, du Canada parce on est d'où est-ce qu'on est, là. Est-ce que le développement du talent au Canada est à revoir? Est-ce que la façon de procéder, comme c'est le cas actuellement, que c'est des ligues privées, la Ligue canadienne, c'est 3 ligues provinciales privées, c'est de la compétition, tu sais, dès le très jeune âge, c'est très compétitif. On ne développe pas tant les habiletés individuelles. Il me semble qu'il y a des trucs qui se font bien ailleurs, puis qu'ici au Canada, on est comme coincé dans notre carcan. Je pense que les deux choses à penser. Est-ce qu'on développe autant des joueurs? Je pense qu'on n'en développe pas autant, mais c'est pas la feuille du monde non plus, dans la mesure que pour ce tournoi-là, le Canada aurait pu avoir Connor Bedard et aurait pu avoir Cerruti. Il était l'âge pour jouer ce tournoi-ci. Alors, ça va beaucoup changer, je pense, le résultat avoir ces deux-là. Je suis pas mal certain. Mais il y a des choses à revoir. Je pense que les autres équipes, les autres pays, je devrais dire, commencent à prendre la force. Ils commencent à être mieux organisés. Ils ont une sorte de système de jeune âge maintenant qui est très homogène. Puis le Canada, comme tu dis, 3 ligues, un grand pays, tout le monde se rassemble après un certain temps, mais il n'y a pas vraiment de structure dans un âge jusqu'à 18-19 ans pour ce type de tournoi. Alors, il y a vraiment, ça va toujours être repensé par des entreprises spécialisées que moi, mais ça va être très difficile à accomplir. Là, on s'entend, là, si quelqu'un a déjà fait partie d'une organisation de hockey, même locale, à essayer de faire des changements, c'est se battre contre des pas sentiments très difficiles. Il y a des gens qui ont tendance à rester très conservateurs dans leur façon de penser. Mais c'est certain qu'il y a des choses qui doivent aller mieux. Et je pense que ça, c'est pas la solution, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une question de société d'une manière parce que au Canada, avec beaucoup on semble au Canada, à un âge, vouloir créer des joueurs de hockey. On les met tout de suite dans des villes. Des joueurs de hockey 12 années, 12 mois par année. Tout est centré sur le hockey dès aux Olympiques. Mais je crois que dans beaucoup d'autres pays, surtout en Europe, on essaie de créer des athlètes, puis après ça, on prend ces athlètes-là et on leur fait donner des joueurs de hockey.
Un dépisteur avait dit dans une entrevue, et désolé, je ne me rappelle pas où c'était quelle cette entrevue-là, mais il dit j'ai 20 ans d'expérience parce que j'ai remarqué qui est grave et que surtout les jeunes Canadiens n'ont pas le sens du hockey. C'est des machines, c'est un système, ils aiment plus à ce système-là. Et un des problèmes, c'est souvent, c'est des gens qui sont tellement spécialisés dans un sport parce qu'on crée des joueurs de hockey, comme disait avant, n'ont pas l'expérience d'autres sports, de soccer, de basketball, de baseball, des autres habilités, des autres façons de voir le jeu, qui deviennent un peu dans un sorte de silo. Et je pense que ça va être une des situations qu'on va devoir changer, mais encore là, c'est un business tellement énorme. Je ne sais pas combien d'écoles de hockey qui ont été créées juste au Québec dans les 10 dernières années, mais en ce moment, tout le monde ouvre une école de hockey, peu importe. Tu as été entraîneur pendant 3-4 ans dans le hockey, puis oui, tu ouvres une école de hockey, puis ça part avec ça. Alors, ça va être très difficile d'accomplir ce changement. Je ne sais pas là c'est quoi la solution, mais ça va être un vrai défi parce que les autres pays et les autres organisations se rapprochent de plus en plus du Canada en termes de structure et en termes d'habileté. Mhm. J'ai l'impression que depuis des années, en fait, depuis que le monde est monde, que le Canada se fie sur son bassin de joueurs. Ah, il y a tellement de joueurs que la crème qui va en sortir va être assez bonne pour planter tout ce qui est alentour. Mais c'est plus vrai. J'entendais tout à l'heure à le balado de Tellement Hockey de Radio-Canada, Martin Leclerc qui mentionnait que le bassin de joueurs de hockey est en voie aux États-Unis de dépasser celui du Canada. Donc, on ne pourra même plus dire, hey, c'est pas grave. Mettons qu'on a un sur 10 000 qui est bon, ça va être en masse. On a plus de 10 000 que tous les autres pays. Là, c'est plus vrai. Là. Le nombre de 10 000 qu'on a là, aux États-Unis, il commence à être égal. Là. Fait que si tu fais juste te fier à la crème va revenir sur le dessus, ce n'est plus suffisant. Non. Puis ça va loin, ça, parce que, écoute, j'ai même pas une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Il dit même, juste avoir du temps de place, ça devient impossible. Parce que, avec les étés, les hivers de moins en moins longs à cause de peut-être le changement climatique, même aller jouer au hockey dehors, c'est très difficile parce que les patinoires, il n'y en a plus. Les gens ne peuvent pas aller juste jouer au hockey. Il faut que tu aies du temps de glace dans une arena pour que tu payes le prix. Il faut que cette glace soit disponible. Moi, dans mon quartier, je pense qu'il y a seulement une patinoire qui est plus ouverte, c'est la patinoire du Canadien. Là, les autres, qui sont plus ouverts, puis il y en avait 6, 8, 10 il y a quelques années. C'est problématique. Puis il y a un autre problème aussi qu'un intervenant du hockey, parce que j'étais impliqué dans le hockey féminin pendant quelques temps, m'avait dit. Puis moi, j'étais impliqué là-dedans, qu'on essaie de tuer des jeunes filles pour jouer au hockey. Des parents, plus d'un parent m'avait dit, un des problèmes qu'ils ont, c'est que c'est souvent les familles séparées. Les parents sont souvent séparés. Et que séparés, c'est qu'un parent peut habiter à 45 minutes de l'autre. C'est dur d'instruire son enfant au hockey quand tu habites 45 minutes d'une place de l'autre parce que tu vas aller dans une pratique à 7 heures si c'est pas ta semaine pour avoir ton enfant, puis il abandonne, puis il dit bon, soir, on va aller faire du ski à la place. C'est bizarre à dire, mais c'est des choses comme ça qui arrivent, qui compliquent la tâche pour bâtir le hockey. Oui, puis ça, on n'a pas parlé du coût, tu sais, pour l'inscription, pour les mon Dieu. tout ça. C'est d'une complexité. Le hockey est devenu un sport de riches. Tu sais, il ne faut pas se voiler la face. Là. Si tu veux jouer dans le double ou dans le triple lettre, à partir de Pee-Wee, Bam Tam, ça devient des milliers de dollars par saison. Oui. Oui, facilement. Dans le triple lettre, je pense que tu peux facilement aller à 10 000 $ par année. Il y a quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches quelque part. Là. Fais-moi pas croire que tout est réinvesti pour développer le talent. Là. C'est que, encore là, c'est que tout le monde a besoin du temps de place. Les entraîneurs. Un bâton de 200 $, pas de bâton. Tu peux en casser 5 pendant l'année. Tu as trouvé 500 $, 2 000 $, tu as dépensé en bâton. J'ai vu un jeune une fois, je pense qu'il avait 14 ans, il s'est penché, il a pris son bâton, il l'a cassé dans le triple. J'ai regardé la patte du parent, tu penses qu'il était content de voir partir un bâton de 200 $ pour le rien, parce qu'il était frustré. C'est des choses que, malheureusement, on va être obligé de repenser, mais encore là, je ne sais pas c'est quoi la solution.
Mais je pense que de plus en plus, peut-être aller vers l'hockey scolaire avec des entraîneurs spécialisés pourrait être la solution. Euh, Peut-être qu'on peut regarder de ce côté-là. Mais il va falloir, pour moi, commencer par augmenter les bassins des joueurs pour que les jeunes participent à des sports. Là, après ça, tu vas commencer à voir qui le sort du lot, qui a les parents naturels, parce que construire un joueur comme beaucoup de talents doivent le faire en ce moment avec des cours, et des sessions, et des entraîneurs privés, je ne pense pas que c'est la solution. Les joueurs qui font la Ligue nationale ou qui jouent à haut niveau, oui, ont une éthique de travail souvent irréprochable, sont impressionnants. Mais tu as besoin de talent aussi. C'est pas tout. Il y a des gens qui peuvent travailler, ils se portent veulent, ils ne seront jamais capables de jouer au hockey au haut niveau, ils n'ont pas le talent et les habiletés physiques. Il faut trouver ces hommes-là. Ouais. Puis là, tu sais, je vais y aller d'un commentaire, puis tu n'es pas obligé de. Tu peux te dissocier si ça te tente, là, puis j'ai rien contre l'entreprise, mais c'est pas normal qu'au Canada, que le renouvellement des infrastructures de hockey, et qui est les arénas, ça soit le plus grand porte-étendard, ça soit Croft Hockeyville, pour avoir du budget pour rénover des arénas qui sont désuets partout au pays, là. À tous les années, c'est des dizaines et des dizaines de villes qui s'inscrivent. C'est des mouvements. Puis on s'entend, là, Kraft fait ça parce que c'est rentable pour eux, là. À la base, là, c'est un mouvement publicitaire, puis c'est correct, là. Mais c'est pas normal que ce soit la meilleure façon ou l'une des plus en vue pour faire en sorte que les infrastructures dans ton coin puissent être mises à jour. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis, c'est pour ça, une des raisons pourquoi que de plus en plus de jeunes jouent au soccer. Mais c'est pas cher. Parce que on est censé prendre la popularité parce que c'est pas cher. Oui, puis tu sais, la culture aussi est en train de se transformer. Il y a des gens qui viennent de plus d'ailleurs. Moi, mon gars, le hockey, il ne l'intéresse pas, là. Lui, c'est le soccer. Puis tous ses amis jouent au soccer. Puis on est comme, ben, on vient de sauver des milliers de dollars à 12 années en équipement. Go le soccer, vas-y, mon homme. Puis voir le comportement de certains parents aux arénas, c'est peut-être mieux qu'ils jouent à un sport qu'on n'est pas impliqué. Des fois, je me dis. Ouais, c'est ça, en plus. Ceci étant dit, donc, là, on regardait de manière générale le talent au Canada, mais comme on en parlait dans le show qu'on a fait avant le début du tournoi, il y a quand même des questions à se poser sur le plan des sélections. Je sais qu'on en a parlé en long et en large, mais tu sais, des Beckett Seneke, le défenseur, excuse-moi, j'ai un blanc des sénateurs. Oui, tu sais, il y a des joueurs comme ça qui ont été laissés de côté. Puis j'entendais des gens, justement, tu sais, par exemple, Beckett Seneke, qui a été laissé de côté dans les matchs préparatoires contre les universités. Il était le meilleur attaquant et le plus productif, et on s'en est quand même passé. Je sais que tu me disais, on aurait pu avoir Celebrini, on aurait pu avoir Bédard, on aurait pu, il y en a là, des joueurs, mais on a laissé passer en plus des éléments de grande qualité sur le plan offensif pour aller chercher des joueurs qui étaient supposés être des gars de caractère et qui finalement ont été plus des gars de pénalité mineure. Mais long et large, j'adore sur ça. La place est à toi, Rick. Vas-y. Alors, on regarde l'équipe, comment elle a été bâtie. Et comme on disait la dernière fois, on a choisi un paquet de joueurs qui sont très coachables. Il y a des joueurs que le coach aime beaucoup. Le type des joueurs qui vont écouter tout ce que tu lui dis faire sans y penser deux fois. On a regardé des gars comme Zane Perrette de côté parce que Zane Perrette utilise ses instincts souvent. Il ne suit pas la parade. Peut-être Sénéca l'a laissé. On a entendu, j'avais entendu il y a quelques semaines, ça a été confirmé un peu par Kevin Dubé, journaliste du Journal de Québec, que Sénéca aurait eu des problèmes de comportement dans l'équipe de moins de 17 ans. Rien d'illégal, là, bien que la police va s'impliquer, juste un peu immature. Et le Canada l'aurait tenu compte maintenant, puis il n'aurait pas voulu dans l'équipe pour cette raison-là. Ah, parce que le kid ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Non, pas. À 17 ans, t'étais de même. Ouais. C'est fait ta vie. Mais pas de 17 ans, 16 ans. Là. Oui, c'est ça en plus. De 17 ans. Alors, on se ramasse avec une équipe très coachable, mais une équipe qui manque de créativité, de talent. Alors, l'équipe adverse joue un jeu très serré défensif contre le Canada. Mais on ne peut pas casser ce système défensif parce qu'on n'a pas la créativité pour créer des ouvertures. Alors, l'équipe coachable n'arrive pas à gagner parce qu'ils n'arrivent pas à passer. Ils n'ont pas le talent et la créativité qu'ils ont besoin. Les bons joueurs qui ont pu donner, là, ils ne leur enlèvent pas ça, mais ce n'est pas leur style de jeu d'être créatif par cette équipe.
Et là, le coach, qui, on dit que c'est des équipes coachables, si vous écoutez le coach, ils avaient gagné, il décide de ne pas faire de pratique pratiquement pendant 2 mois. Oui, Pas après la pratique et défaite annulé. contre les États-Unis, ils n'ont pas rejoué jusqu'à se faire éliminer, là. Ils n'ont pas repratiqué, je veux dire, Non, pas de jusqu'à pratique. se faire éliminer. Alors, Fait c'est qu'ils le sont message que tu coachables, envoies. mais le coach ne les a pas parlé ou ne les a pas montré des affaires sur la glace pour bien jouer. Non. Et non. Et à part de ça, l'entraîneur, quand on lui demande s'il a parlé à ses joueurs sur le TDP, il répond non, ils savent quoi faire. Ben, clairement, non. Tellement non, c'est ça. Prenez quelqu'un pour expliquer aux joueurs du Canada. Puis j'ai peur pas parce que, encore là, les joueurs sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Ils n'ont pas fait des pénalités disgracieuses, là. Je dis, OK, je dis pas ça, là. Mais ils ont joué un style de hockey junior Canada dans un tournoi mondial. Il y avait quelqu'un qui devait être là pour expliquer. Tu ne peux pas faire les mêmes affaires, là. Tu dois expliquer aux joueurs, là, les gros mises en échec spectaculaires dans un tournoi international, ça ne marche pas. Parce qu'ils vont te donner des pénalités. Il faut que tu utilises ton corps pour bloquer des tirs, pour aller dans les coins, oui. Mais la pénalité, là, dans la dernière partie de A.D. Bixen, en quelques le match, les gens disent, c'est pas une pénalité. Mais dans le tournoi mondial junior, c'est une pénalité. Et le gars voulait pas mal faire, mais c'est une pénalité. C'est là où est-ce que tu avais besoin de coaching. Le quelqu'un pour les diriger, tu n'as pas besoin d'avoir 2500 systèmes parce qu'ils ne sont pas là assez longtemps. Là. Il reste des joueurs de talent jouer, mais guide-les. Ils n'ont pas fait ça. Et tu ne veux pas tout blâmer seulement les entraîneurs en même temps. Il y a des joueurs qui n'ont pas bien joué. Là. On va être honnête. Là. J'étais déçu du rendement des 3 joueurs des London Knights qui étaient supposés être les 3 des meneurs de l'équipe, Bank, Dixon et Cowan, qui n'ont pas connu un bon tournoi du tout. Là. Ils ont vraiment été décevants. Mais ça arrive. C'est un court tournoi. Je veux dire, il y a quelques années, là, il y a peut-être 6 ans de ça, 7 ans de ça, je m'en souviendrai, Tampa Bay était les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Ils sont éliminés en première ronde par Columbus en 4 parties. Ils ont dit, on a connu notre pire moment de l'année au pire moment de l'année. Ouais. Les années ensuite, ils ont gagné. Alors, un court tournoi, les joueurs n'ont pas bien joué à ce tournoi-là, mais je pense que le cas est drôlement mieux du bout. Puis surtout, il y avait besoin de plus d'aide. Puis, tu as vu, quand Matthew Cheto s'est blessé à la première partie, il y avait seulement un défenseur qui est capable de contribuer offensivement, c'est Tyler Mollendyke. C'était le seul qui restait. Ils n'ont pas remplacé Schaefer par quelqu'un de son style. Ils l'ont remplacé par d'autres défenseurs qui patinent bien, mais qui sont sautés défensifs. Alors, tu n'avais pas de transition. Tu n'avais pas de moyen de faire de transition rapide et de casser le jeu défensif de l'adversaire. Mais ça, les meilleurs moments qu'il a, au fait, c'est quand Tyler Mollendyke était sur la glace parce qu'il est tellement un bon patineur qu'il n'a pas peur d'avancer avec la rondelle. Mais Dixon, c'est un gars qui a des bons chiffres offensivement à London, mais ce n'est pas un gars qui va créer le jeu. C'est un profiteur. Il sait comment prendre avantage visuel. Quelqu'un comme Logan Mailloux, il produit offensivement de lancer, mais ce n'est pas le gars qui va prendre la rondelle puis l'emmener d'un côté à la glace en deux transition. Bank avait des chiffres intéressants, mais Bank à London, il joue en avantage numérique comme bumper. C'est pas un défenseur en avantage numérique. Alors, tu dis, mon Dieu, il y a tellement d'éléments comme ça, là, puis tu sais, on ne pourra pas aller en profondeur à 100%, là, mais moi, Sam Dickinson, je l'adore. Je ne l'ai pas reconnu dans ce tournoi-là. En effet. Puis, je te remercie, Rick, de ne pas avoir, de ne pas m'être mis sur le spotlight, là, de dire, ouais, ton Dickinson d'amour, il n'a pas été bon. Mais c'est pas de ma faute, là. Moi, je t'en arrière de lui, là. Je l'avais classé 5e, je pense, dans le pêchage de l'année dernière. Je l'adore aussi, là. C'est juste que c'était pas... Il n'était pas à l'aise. Il n'y avait pas le support que lui a besoin pour performer. Même chose pour... même Martin, il est jeune. Il a compté 1-2 en 3 matchs, ce qui n'est pas mauvais. Mais le but qu'il a compté, c'est quand de l'ouverture d'un coéquipier, il n'était pas mis dans une position pour bien paraître. Et par ailleurs, une autre chose que je n'ai pas compris, on avait besoin d'offensive. Martin est capable de produire offensivement. Redpuff est un bon joueur offensif. Les deux jouent ensemble à Brampton. Pourquoi on ne les a pas mis ensemble en même temps? On ne les a pas mis ensemble une fois. Alors, c'était vraiment, vraiment très décevant en termes de décision prise, en termes de... Je ne sais pas si les dirigeants ont comme
abandonné un peu les joueurs, puis on dit si vous n'êtes pas prêts à bien performer, ben, on s'en lave les mains. Puis c'est un message bizarre que qu'on voit à ces hommes. Ben, vraiment. Il n'y a pas eu ces ajustements-là. Tu sais, on parlait des pénalités, on parlait d'avoir les entraînements puis tout ça. Tu sais, Gavin McKenna était le seul que moi, il me donnait l'impression que quand il touche à la rondelle, il se passe il y avait une opportunité, il y avait quelque chose qui pouvait se créer. Ça a pris le milieu de deuxième période du dernier match. On tire de l'arrière pour qu'il soit muté au premier trio. Je ne comprends pas. Tu as une bombe offensive et tu le laisses à 4. Pendant que tu ne comptes pas de but. Toutes ces petites décisions-là, on dirait que OK. Je ne suis vraiment pas le plus grand défenseur de Michel Therrien, mais une des affaires que Michel Therrien fait comme personne d'autre fait, c'est de gérer un banc. Sentir le pouls. C'est qui a une bonne game? C'est qui les combinaisons qui vont marcher? Ça y en prend pas 8 des games avant de décider, moi, je change mes gars. À un moment donné, ça devient trop. Là. C'est comme mélanger un jeu de cartes. Là. Ça devient trop, mais dans l'instant présent, il est incroyable pour ça. Pour plein d'autres affaires, je ne l'aime pas, mais ça, j'y donne. Ben, Dave Cameron, ce bout-là de l'équation, clairement, il ne l'avait pas. J'ai l'impression qu'il ne comprenait pas les effectifs qu'il avait entre les mains puis comment il pouvait maximiser ce qu'il était en mesure d'offrir. Non. Il y a des joueurs, j'aime beaucoup Ethan Gauthier comme joueur. Je pense que Tampa Bay a un bel espoir à lui qui ont sauvé en deuxième ronde. Puis l'exemple parfait, là, c'était quand je parle de joueurs talentueux, mais pas assez créatifs. À un certain point dans la dernière partie, il arrive à déjouer un adversaire, un beau jeu. Il parle la vitesse, il trouve une ouverture, il rentre dans le territoire adverse. Et là, il doit faire une passe, mais les joueurs sont trop loin de lui. Et c'est pas un gars, comme je dis, qui est de finesse, qui est capable d'avoir une super vision du jeu. C'est un gars vraiment two-way, travail fort, très intelligent. Mais il est obligé de jouer de finesse parce qu'il ne doit pas une longue passe. Et c'est une passe qui est un peu cloche dans les pieds de quelqu'un. L'autre équipe la prend. Il ne compte pas, mais ils ont eu une bonne occasion de compter. Quand c'est désolant, le pauvre gars, il est mis dans une position parce qu'il ne peut pas réussir. Et ça, c'est la pire chose que le coach peut faire. Mettre des joueurs dans une position qui ne peuvent pas réussir à cause de ses décisions, c'est valeur, mais encore là, Braden Geiger sur le premier trio, il n'y a pas de problème. Mais en part de ça, tu vas dire Tanner Hall à un certain point. Un autre joueur que j'adore, il me rappelle un peu Brandon Gallagher d'une manière. Mais Braden Geiger, ce n'est pas un joueur super créatif. Hall, ce n'est pas un joueur créatif. Là, tu essaies de McKenna avec eux autres, mais encore là, il joue avec qui maintenant pour pouvoir utiliser ses talents? Je pense que ça aurait été mieux si Easton Cowan avait connu un meilleur tournoi, mais encore là, il a compté un point dans ses 3 premières parties, mais après ça, on l'a plus vu. Il a joué un jeu mais à un certain point, je ne sais pas si tu as vu la dernière partie, lui puis Bond, tout ça devant l'équipe, le gardien adverse, il tire directement sur le gardien. Bond, il avait, je pense, 3 pieds devant lui de l'âge, puis tu as littéralement mis physiquement la réaction de Bond qui a levé la tête et qui a donné un coup de bâton à terre. Et son coéquipier en 2 mètres par l'équipe canadienne. Il y avait beaucoup de frustration dans les joueurs qui voyaient, puis tu vois que les joueurs essayaient de tout faire, tout ça. Mais encore là, c'est pas des McDavid, c'est pas des McKenna, c'est pas des Bédard, ils sont pas capables de faire ça. Il n'y aurait pas assez de talent dans cette équipe-là pour ça. Oui, clairement. Clairement. Je t'avais posé la question, tu sais, avant le tournoi, tu sais, les Russes, comment est-ce qu'ils se positionneraient? Moi, mon impression, c'est que à voir comment est-ce que le Canada a performé, les Russes auraient été devant, là. Probablement, c'est toujours une équipe qui est dure à valider. Je crois, talent, oui. Mais le problème en Russie, c'est parce qu'ils ont tellement une vieille mentalité que beaucoup des gens de 17, 18, 19 ans, ou ils vont jouer par la MHL, qui est une big junior vraiment de bon niveau. Et alors, tu ne fais pas face à des bons adversaires assez, ou tu vas jouer dans la KHL et jouer 3 minutes par game. Il y a des demi-heures, il y a 6 minutes par game. Là. Tu imagines qu'un jeune de 18-19 ans qui n'a pas le talent qui est Denis Bell, que la plupart n'ont pas dans la KHL, ça leur a joué 2-3 minutes par partie. Puis c'est pas l'ancien style russe où tu créais l'Almeros, où les joueurs jouaient ensemble pendant toute l'année. C'est des joueurs comme maintenant, comme dans le système nord-américain, qui sont élevés dans des places différentes et qui vivent dans des équipes différentes.
Mais en termes de talent et de créativité, oui, peut-être que tu es capable de battre le Canada parce que il y a vraiment des bons joueurs. Puis de plus en plus, les Russes aiment le jeu. Et ils sont gros et forts et ça te rentre dedans très, très durement. Ouais. J'essaie de, j'essaie de trouver des façons de me consoler de ce tournoi-là, mais Mais il y a j'ai une autre trouvé chose pénible aussi. à écouter. C'est- Regardez l'alignement des autres équipes. Là. Dans le passé, l'avantage que le Canada avait, surtout dans le tournoi étant en Amérique du Nord, c'est que les joueurs n'étaient pas habitués à la petite place. Et le Canada en profitait. Mais c'est dans les alignements. Il y a toujours 6-7 joueurs qui jouent en Amérique du Nord en ce moment. Là. Ils ne sont pas intimidés et ils n'ont pas peur. Il y a une autre chose aussi que j'avais trouvé par ailleurs pour revenir à l'entraîneur. Avais-tu vu la raison pourquoi tu ne faisais pas autant de pratique? Parce que les gars étaient exténués, semble-t-il. C'est ça. Et j'en revenais pas parce que c'est la seule équipe vocale. Il n'y avait aucune raison de le fatiguer, mais c'était vraiment bizarre. T'es exténué de sortir de Canada pour se rendre, je sais pas où était l'hôtel, pour Oui. revenir en. C'est compliqué. Dave Cameron s'est jamais ajusté. Mais c'est pas normal que ton meilleur défenseur et de loin, c'était Matthew Schaefer, un gars de 17 ans. C'est pas moi qui. J'ai pas inventé ça, j'ai pas la berlue. Là. Dis-moi que tu avais la même affaire. Le gars qui semblait le plus à l'aise sur la glace, qui était le mieux, le meilleur pour relancer l'attaque, qui donnait le plus de chance à son équipe de mettre de la pression sur la défensive adverse, c'était Matthew Schaefer, et de loin. Là. Oui. C'est un défenseur spécial. Là. Je veux dire, je sais qu'il est 2 ans plus jeune que les autres. Là. Mais c'est un talent spécial aussi, Matthew Shaffer. Le Thibault, qui était une patine avec une très grande élégance. Il a beaucoup de courage, il prend des décisions rapides, il est penseur, il n'est pas participant. Beaucoup de caractère. C'est un jeune qui malheureusement a perdu sa mère, il était comme moi d'un cancer. Alors, il avait des moments difficiles, mais il a une force de caractère. Mais en même temps, il y a deux choses qui, je pense, qui est arrivé. Des bons dépenses, un bon dépenseur qui n'a pas été MVP en scène correcte. Dixon n'a pas connu un bon tournoi, malheureusement. Ça arrive. C'était un mauvais moment, mais ça arrive. Alors, il n'a pas vraiment connu un bon tournoi. D'après moi, encore, Tanner Molendyk a été très bon pour le Canada, généralement. Mais à part ça, tu avais beaucoup de défenseurs qui sont très, très limités. Alors, encore là, si tu es sur la troisième paire, c'est correct, mais s'ils ne sont pas sur la troisième paire, qu'ils doivent faire plus de minutes dans un tournoi comme celui-ci, ils ne sont pas capables. La compétition à Coburn. Ils se font bien dans la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, oui, parce que le nouveau est pas mal plus bas, ils sont capables de s'ajuster. Mais c'était tous les défenseurs encore là qui utilisaient leur vitesse pour défendre, mais qui n'ont pas la créativité pour relancer la pente et de faire des aides. Tu avais des gros défenseurs que tu as voulu avoir pour des missions défensives, comme Andy Dixon, encore là. Le problème, c'est que tu ne peux pas demander à un défenseur physique dans ce tournoi-là de jouer son jeu, même si c'est quand même un assez bon patineur, mais c'est vraiment un tournoi, pour moi, où est-ce que tu vas avoir des défenseurs qui relancent la patte. Ça, c'est la même chose parce que tu as vu ça dans les autres. Tu parles de défenseurs comme Dallas, qui est quand même 5 pieds 11. Regarde, les deux meilleurs défenseurs dans ce tournoi-là, c'était Hudson et le défenseur. C'est une zone de Pellica, là. Pellica, c'est désolé, un blanc, mais bon. Les deux ont 5 pieds 11 et 5 pieds 10. C'était les deux meilleurs défenseurs du tournoi, qui n'étaient même pas nécessairement très proches. Bon, ils ont été dominants. Peut-être que si Shaper était là, oui, elle était dans le mix, là. Mais les gars ont été excellents. C'est des défenseurs qui sont petits. C'est un jeu, dans ce tournoi-là, avec la façon que les arbitres gèrent la partie, tu ne veux pas avoir, des défenseurs là. Tu dois avoir tu peux pas avoir des défenseurs qui sont pas capables de trier. Tu as besoin de défenseurs rapides qui sont capables de bouger la rondelle. Même pas nécessairement la patiner, mais au moins faire des passes, faire des ouvertures, causer des erreurs. Parce que c'est des joueurs qui sont tellement bons et disciplinés que si tu ne crées pas d'erreurs, rien ne va arriver. Tu vas rester à l'extérieur, tu vas tirer de loin. Et on a vu ce qui est arrivé au Canada. Donc, tu m'amènes à me
à me questionner sur la manière que Team Canada sélectionne ses joueurs. Parce que dans le fond, nous, on arrive avec une mentalité de formation. Tu sais, les équipes dans le hockey junior là, sont bâties comme des mini-équipes de la Ligue nationale. Les gars sont plus petits, mais c'est le même hockey à peu près. Mhm. Puis là, on arrive dans un tournoi international où est-ce que les règlements sont appliqués différemment, où est-ce que le jeu physique est beaucoup moins important. Et malgré ça, on monte une équipe, un alignement, comme si on allait compétitionner dans la Ligue nationale, alors que c'est pas ça. Exactement ça qui est arrivé. Et je pense que c'est Frank Savarelli qui avait dit un dépisteur en chef des équipes à l'Union nationale. Il avait dit désolé, du jeu du beau, there's a crack tournament, there's a crack team. Il avait dit ça. Il dit, il n'y avait rien là-dedans. Encore là, c'est une peur de prendre des joueurs de talent qui ne joueront pas nécessairement 100% le système que tu veux utiliser ou le style qu'ils veulent utiliser. Mais si tu es assez bon, tu peux prendre des risques. Encore, Stanley Pellicka prenait des risques. Patty prenait des risques. Mais ils sont capables de patiner, retourner puis se remettre en position. C'est pas la fin du monde. Les joueurs savent que si j'ai un défenseur offensif sur la glace, ils savent. Et les joueurs américains savent quand on sur la glace. La vie est prête. Si la team part, le gars sait que il va rester en arrière pour le couvrir. Ils savent piquer sur la glace. Ils sont habitués à ça. Mais on a tellement voulu gérer cette équipe, gérer le style, pas prendre de risques, jouer le bon vieux jeu canadien PC, et ça leur a coûté maintenant. Alors, il doit avoir, qu'ils ne sentent pas vouloir prendre trop de blanc sur tout ce qui est arrivé, d'après ce que j'ai pu voir dans la conférence de presse, mais il doit avoir un questionnement. Pourquoi que Michael H n'a même pas été invité au camp d'entraînement? Il domine contre des adultes déjà. Et puis, il dit comme des plus vieux. Il est excellent. Et quoi qu'il n'a pas été invité? Juste invité, voir ce qu'il peut faire. Je pense que Michael H allait vraiment aider cette équipe avec cette vitesse, son jeu de passe. Mais on a toujours tendance à c'est un tournoi pour les 19 ans. Oui, mais pas tous les 18 ans sont pas prêts pour ce tournoi. Michael Misa aurait beaucoup aidé cette équipe-là, je crois. Le joueur de centre peut jouer à l'aile, mais encore là, un peu de créativité. Dans mon optique à moi, je pense que je l'avais mentionné la dernière fois, ça prend quelques joueurs de rôle, mais on a 3 peut-être dans l'alignement en titant de bon plus possible. Notre joueur de talent, laisse-les jouer, puis lorsque tu as des avantages numériques ou tu as une avance, là, tu peux mettre ces joueurs-là dans ce rôle-là. Tu n'as pas besoin de les avoir roulés 4 lignes dans ce type de tournoi. J'ai jamais eu l'impression non plus dans le tournoi que il y avait de la compétition à l'interne. Tu sais, un gars, tu sais, je vais prendre l'exemple, puis tu sais, c'est un exceptionnel, là, tu sais, mais Connor Bedard, quand il a joué, il était sur un 4e trio, puis il a gravi les échelons parce que c'était lui qui donnait le plus d'opportunités. On n'a jamais vu ça. Tu sais, Gavin McKenna, je te le disais tantôt, ça a pris le dernier match, milieu de 2e période, avant qu'on fasse cette transformation-là. Il n'y a jamais eu ces ajustements-là de dire, OK, Gavin, tu nous en donnes, on te montre ça à 3. Puis là, qu'on sente une pression. Il n'y a jamais personne qui a eu peur pour son poste. En effet, ça fait partie de l'équation. C'est un peu la même chose que Hockey Canada a géré. Je veux dire, tu as des entraîneurs, pas nécessairement entraîneurs militants, mais c'est comme ça qu'on tourne. C'est pas longtemps que tu es ici, c'est à qu'on tourne. On te donne une chance. C'est jamais des jeunes entraîneurs. David Cole, avec l'équipe américaine, il a seulement 35 ans. Qui va faire un travail colossal avec cette équipe-là. Il gagne tous les tournois. C'est comment dit ces joueurs. Ils arrivent à leur jouer avec entrain. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de toujours faire attention non plus. Parce que d'être un peu la même affaire. Les joueurs n'ont pas toujours. Ils sont structurés, ils ont des théories de base, mais personne ne joue des tests serrés. Tu sais, qu'au Canada, ça n'a pas fonctionné quand on a essayé de jouer un style hermétique, défensif, style canadien. Alors, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. On a essayé notre seul plan, on n'a pas fonctionné, mais on a Ouais, c'est ça. Bye, gang, c'est le fun. Il y a, tu sais, après le tournoi, là, dans le post-mortem,
Il y a eu Scott Salmon, qui est un haut top exécutif, qui a parlé qu'on allait revoir la méthode de sélection des joueurs. Oui, absolument. Ce que je veux savoir, Rick, c'est penses-tu vraiment que ça va se faire ou dans un an, on va avoir oublié puis on va quand même y aller avec The Canadian Way puis ça va marcher de même, puis ça a toujours marché de même, fait que ça va marcher de même? Et j'ai pas vraiment confiance, là, parce que c'est quand même euh, c'est une organisation très conservateur. C'est une organisation qui veut toujours gérer un peu en étant juste pour tout le monde. On a 3 ligues, on va avoir un peu de tout. Puis en fin de compte, l'entraîneur-chef, c'est des gars que tu connais. Oui, Alors, ça sent vraiment beaucoup. Si une année, ça va être un entraîneur québécois, ben, j'ai l'impression que ça va être 3 adjoints québécois, puis 2 adjoints québécois dans l'équipe. Puis dans l'année d'après, ça va être autour de l'équipe de l'Ouest. Ça va être 3 entraîneurs de l'Ouest. Tu sais. Non, mais juste pour te donner une image, Rick, puis pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas jusqu'à creuser à ce point-là, mais quand le Canada s'est fait battre par la Lettonie, il y avait 5 joueurs de la LHGMQ dans l'organisation lettonne. Il y avait plus de joueurs de la Q en Lettonie qu'avec l'équipe du Canada, qui ont battu le Canada. Fait qu'on ne doit pas être si mauvais que ça au Québec. Non, il y a des entraîneurs très compétents. Puis des joueurs OK. aussi. Le seul désavantage, peut-être surtout pour certains entraîneurs, là, je ne dis pas pour tous, c'est que ayant parlé à certains entraîneurs dans le passé, il y en a un peu qui ont de la difficulté à cause de se faire comprendre en anglais, qui va être anglophone, alors il peut avoir ce petit détail-là, là, même pas de temps en temps pour quelques entraîneurs. Là, je ne dis pas que c'est tout. Mais en effet, il y a des bons entraîneurs au Québec qui me donnent leur chance. Mais Et ça, je pense que- même en termes de joueurs, Rick, il y avait plus de gars de la Q dans l'équipe lettonne qu'avec l'équipe Canada. Il y en avait 2. Est-ce qu'on sous-estime le niveau de jeu au Québec ou. Non, je pense que si on est dans un club verbe au Québec en ce moment, malheureusement, là, que j'ai passé, je pense, le dernier mois à regarder une quarantaine de parties de la Ligue junior majeure du Québec, là, parce que ça doit tourner un peu plus dans le star et l'évaluation. Et j'avoue qu'en ce moment, on est dans un club verbe en ce moment au Québec. Ça peut arriver. Hockey Québec aussi doit revoir un peu ses façons de faire. Mais je pense que la meilleure solution, d'après moi, qui aurait le plus d'allure, c'est de se poser un directeur général, 3 entraîneurs pour une année qui ne sont pas employés en ce moment dans une équipe. Alors, tu choisis ton directeur général, je ne sais pas qui, là, mais tu ne choisis pas des personnes qui travaillent dans une équipe de la CA, de la OHL, de la Ligue junior majeure du Québec ou de la WHL. Je choisis des entraîneurs que leur seul job pour cette année, c'est juste de travailler avec l'équipe Canada. Les équipes de moins de 18 ans, ou les équipes du Junior A et les équipes des moins de 20 ans, mais tu as un entraîneur pour coacher les équipes du Canada pour 1 an. Ce qu'on avait donné dans le fond comme poste à André Tourigny avant qu'il accepte d'aller avec les Coyotes de l'Arizona. Là. Oui, quelque chose comme ça. Là. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Il y a son équipe d'entraîneurs qui va rester avec pour une année complète et qui va donner une chance aux joueurs d'évaluer sans être impliqués dans le parce que rien contre Penelli, là, il n'est pas si mauvais que ça, mais il y avait pas fait d'équipe si des Tamouts ne fait pas son entraîneur à Ottawa. Là. Je ne compte pas de date, là. C'est pas aussi honnête, mais il n'y a pas vraiment de grand-chose non plus. Là. Mais il ne doit pas couper son croix de joueur, malheureusement. Ça arrive tu souvent. vois souvent tes adversaires, il y a des gars qui te font mal dans des matchs, tu dis « Hey, lui là, je vais l'avoir de mon bord. » C'est des billets qui peuvent survenir. Oui, on le sent quand tes entraîneurs viennent d'une ligue, il y a plus de gars de cette ligue-là. Là, particulièrement cette année, la Ligue de l'Ontario était franchement surreprésentée, puis ça a apparu. Là. Oui. Là, c'est un cru général en ce moment. J'espère que l'année prochaine, ça va être différent, mais je pense que c'est la meilleure solution parce que tu peux aussi envoyer des gars aux États-Unis voir ce qui se passe avec les autres aux États-Unis. Il faut vraiment faire une évaluation plus profonde avant de compter son équipe. Et peut-être aussi couper court des camps d'entraînement. Bon, je pense que pour 2 camps d'entraînement, ça ne fait jamais tu aides 45 joueurs ou quelque chose comme ça. Là. Monte ton équipe.
de 25-26 joueurs, 27 joueurs. Coach-dans 2-3 matchs, puis that's it, on part. On les a vus. On n'a pas besoin de faire de camp. On les a visés pendant 20, 25, 30 matchs. Là. Pas besoin de faire des camps non plus pour inviter des joueurs qui n'auront pas de place à faire l'équipe. C'est pas le temps pour ça. Invite ton équipe, bâtis-la, on part avec ça, let's go. On lâche le Canada un petit peu, Rick? Ben ouais. OK. Cole Hudson, premier pointeur du tournoi, comme je disais tantôt, premier défenseur de l'histoire à faire ça. On voit son grand frère, Grant. Il est né en premier, si tu veux, je te dis. Fait que Lane Hudson, qui est d'ailleurs en ce moment premier pointeur chez les recrues de la Ligue nationale, qui l'aurait cru? Je veux savoir, Cole versus Lane. En termes de talent, d'outils dans le coffre, qui a pour dominer? Puis là, c'est Lane, il domine, là, mais admettons, là, qui est supposé d'être le meilleur entre les deux, selon toi? Moi, je pense que Lane est meilleur, juste dans la mesure, c'est surtout à cause de son capacité à Lane de bouger latéralement qui est vraiment exceptionnelle. C'est une chose. Et je pense qu'il y a un peu plus de créativité dans son jeu. Défensivement, je pense qu'il se compare. Lane a cette habitude que j'adore vraiment, qu'il est tellement petit, mais traqué. Surtout la passe, je ne sais pas si tu as vu ses jambes, c'est énorme. Là, il commence à aller avec le Martin Saint-Louis, là, les gros banches. Mais il descend en défendant. Alors, il se met tellement petit que les joueurs n'arrivent pas à le frapper. Et là, il monte, puis il déstabilise souvent les adversaires. Je pense que le jeu défensif de Lane est bien sous-estimé. Il n'est pas si mal de ça du tout. Je pensais que ça a été un gros défaut, mais il n'est pas si mal. Cole, je pense, fait un peu mieux. En ligne droite, il est un peu plus rapide à tirer des voitures. Alors, tu vas voir, je vais populer entre des adversaires un peu plus rapidement. Cole, c'est plutôt les voit un peu moins rapidement, mais il y a le coup de patin tellement dur à sommer. Il regarde à gauche, il va vers la droite. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, pas encore du temps. Les adversaires courent après comme des fous. Ils ne savent pas s'ils doivent l'approcher, rester loin, l'approcher, rester loin. Ils déstabilisent. Tandis que Cole est un peu plus en ligne droite. Vitesse, trouve l'ouverture, il part. Écoute, deux excellents défenseurs. Je donne un léger avantage sur Lane parce qu'on va jouer, on sait ce qu'il est capable. On n'a pas encore vu Cole qu'on peut voir la Ligue nationale. Alors, mais je pense que, comme son frère, on voyait un bon joueur. Non, peut-être que ça va réussir. Puis là, en fin de compte, il réussit mieux qu'on s'attendait. Alors, Washington sont bien nantis en cas parce que DB et Leonard, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe américaine. Puis, lorsque Washington sont très, très contents en ce moment. Oui, c'est clair. C'est clair. À quel point ce tournoi-là influence ta manière? Tu sais, avant, je t'ai posé la question, puis mais là, tu as vu les gars, tu as vu les performances. Est-ce qu'il y a des gars qui ont monté dans ton évaluation grâce à leurs bonnes performances? Non, pas vraiment. C'est un tournoi, au fait, pour moi, c'est un tournoi, parce que la plupart des joueurs ont déjà été repêchés. Alors, ça ne change pas grand-chose. C'est un court tournoi. Tu peux être au bon moment, tu peux avoir un passage à vide au mauvais moment. Je pense que le tournoi où est-ce que tu peux pas, tu n'as rien à perdre, mais tu n'as pas gagné. Martin, il n'a pas fait grand-chose dans ce tournoi-là. Il n'a pas joué beaucoup, mais je ne vais pas lui en tenir compte parce que c'est pas lui qui décide de son temps de glace, puis c'est un des plus jeunes joueurs de ce tournoi-là. Alors, je ne m'en fais pas. Je pense que ça peut être intéressant, c'est ça peut joueur non repêché des fois. D'ailleurs, on les voit jouer, puis là, pour aller loin, le gardien de est absolument hallucinant. Il n'a pas été repêché. Parce que les dépisteur, veut pas, ils ont des barèmes. Un gardien qui est mode 6 pieds 2, mais on ne va pas le repêcher parce que la mode, c'est les grands gardiens. Je pense qu'il est 6 pieds, mais avec un pourcentage d'arrêt d'environ 940, c'est difficile pratiquement. Je pense que quelqu'un va prendre une chance avec lui, ça ne prendra pas de temps. Là. Alors, il y a certains joueurs de ce côté-là peut-être moins estimés, mais en termes d'évaluation, c'est pas quelque chose que je garde pour moi qui est très important. Puis c'est la même chose pour les tournois de moins de 18 ans, que c'est tous des joueurs qui vont être repêchés parce que à cause de leur âge. C'est encore un peu la même affaire. C'est un tournoi où est-ce que tu peux peut-être gagner quelques points, mais tu ne peux pas vraiment. Je te dirais que le Canadien s'est déjà fait pincer avec ce tournoi-là les moins 18. Il ne dira pas le gars, mais il pique le club.
C'est un problème pour le Canadien dans le passé avec les anciens directeurs généraux qui trouvaient des gens de 18 ans à remplir des rôles qui n'étaient pas prêts à faire. Moi, je souviens toujours Galchenyuk. On avait dit que Galchenyuk, c'était un échec lamentable. Je n'étais vraiment pas d'accord parce que je pense que c'est le troisième meilleur compteur ou quatrième meilleur compteur encore des débuts de son année de repêchage. Ouais, je sais. Puis, le problème, Thierry, c'est que tu gradues un jeune de 18 ans qui a joué 7 parties et tu fais jouer au centre à Montréal. J'ai pas de bon sens. Puis on a dit que ça a été difficile pour lui. Il n'a jamais été capable d'apprivoiser la position de centre. Puis la plupart de d'autres problèmes, parce que c'était vraiment corrélatif à ça. Mais tu dois faire attention à ces points-là, vraiment pour cette raison-là. Alors, je pense que ça peut être une occasion pour peut-être de découvrir un joueur. Hein? Peut-être de voir un joueur d'une autre manière, mais c'est mieux de faire tes devoirs dans la vie individuelle. Mhm. C'est là qui est important. D'ailleurs, j'ai fait mes devoirs. Moi, je suis rendu que je t'espionne, Rick. Je connais tout de ta vie. Semble-t-il que tu t'en vas voir James Higgins au Vermont éventuellement? Oui. Alors là, cette année, j'essaie de rentrer un peu plus dans le côté des stars de ma passion. Pendant quelques années, j'en ai fait un peu moins. Alors, je vais définitivement aller faire un petit voyage, voir James Higgins au Vermont, le voir en personne. C'est un gars qui est plein de la misère à étudier, là, parce que pour moi, il est ou le deuxième meilleur joueur, ou le huitième pour son repêchage. C'est pas ça peine encore. Alors, je vais vraiment voir en personne dans son équipe d'hiver. Alors, c'est un des joueurs. Je vais essayer d'aller voir Michael Misa aussi à Ottawa, qui définitivement il a dénoyé à Blainville, bien. Mais ce voyage-là m'intrigue vraiment parce que James Higgins, j'ai bien de la misère à sentir ce soir-là. Il me donne beaucoup de difficultés, j'espère plaisir. Section 22, ce soir-là. Exactement, section 22, t'as bien eu. Je connais tout de toi, Rick, à cette heure. J'espère que tu peux pas aller dans mon portefeuille, là, parce que... Ben, je sais, gars, je sais que ton numéro d'assurance sociale comporte 9 chiffres. Oh non! Hein? Oh, bon, je vais te dire, c'est quoi mon numéro d'assurance sociale? Tu dis si je me verrai tôt. Fais pas ça. Un gros merci, Rick, pour ta participation encore une fois au podcast Les Glorieux. Merci à C'était toi. un charme. Merci beaucoup, merci. J'adore tout ça. Toujours très agréable. Si vous ne nous suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, bon, on vous invite à le faire. Nous sommes sur TikTok principalement et sur Facebook. Cherchez Les Glorieux. Vous allez nous voir avec notre beau logo à la Ken Dryden. Et bon, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Et pour notre prochain épisode, nous aurons d'ailleurs en entrevue Guillaume Lepage, journaliste pour le NHL.com. Donc, on va savoir comment est-ce que ça se passe de passer de l'autre bord de la clôture. Être journaliste pour couvrir la ligue de ton propre boss. Ça ne me rentre pas dans la tête. On va découvrir comment ça fonctionne avec Guillaume la semaine prochaine. Gros merci encore, Rick. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était JB Gagné, votre animateur. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye!